Je vais commencer tout de suite, effectivement, directement sur la mission Rosetta. Donc, juste pour vous dire aussi que j'étais impliqué dans les opérations d'atterrissage du lander et j'étais à Darmstadt pendant la phase critique d'atterrissage. Je vous parlerai un petit peu aussi du processus de sélection du site d'atterrissage. Donc, voilà. Donc, la mission Rosetta, donc, juste pour refaire un petit peu d'histoire, c'est une mission qui s'inscrit dans une démarche, on va dire, des scientifiques pour aller explorer les comètes. Donc c'est pas par hasard, bien sûr, hein, c'est parce que ces corps sont des témoins, ont été formés en fait au début de l'histoire du système solaire. Donc on cherche à mieux les connaître à travers, en allant directement les voir, parce que ces objets sont très difficiles à observer depuis le Soleil. Donc les comètes peuvent être très brillantes, mais ce qu'on voit en fait c'est la queue de poussière en général, un petit peu l'atmosphère, et la queue ionique des fois aussi, mais le noyau lui-même est très dur à observer, donc c'est pour ça qu'on envoie plein de missions spatiales pour explorer les comètes. Donc il y a eu, pour ceux qui se rappellent, hein, je pense à un certain nombre d'entre vous, il y a eu des missions historiques pour l'Agence spatiale européenne qui s'appelaient Giotto et Vega, qui sont allés voir une comète que tout le monde connaît, je pense, la comète de Halley. Donc cette mission s'est déroulée en 1986, au début de l'année. Et ça a été pour l'ESA la première mission interplanétaire d'envergure, et donc un grand succès aussi. Comme vous allez voir, donc ça a été aussi le début en fait de la mission Rosetta, puisque tout de suite après la mission Giotto, l'Agence spatiale européenne s'est posé la question, ainsi qu'un certain nombre de scientifiques, de faire une autre mission vers une comète. Et ça a été finalement la mission Rosetta qui aboutit seulement cette année. Donc, mais entre-temps, il y a eu toute une série de missions américaines que je vous montre ici, dans Deep Space One, qui a observé la comète Borrelly, qui était une comète marseillaise, entre guillemets, entre parenthèses. Donc, la mission Stardust, qui allait voir la comète Will 2, et en fait collecter des petits grains dans la queue de la poussière et les ramener sur Terre. Après, il y a eu la mission Deep Impact, que je pense beaucoup d'entre vous ont eu l'occasion de suivre, parce que c'est une mission qui a fait aussi pas mal la une dans les médias, qui a consisté à envoyer un projectile sur une comète, sur la comète Tempelin. Donc voilà. D'ailleurs, nous l'avons observé depuis Rosetta, l'événement, puisque Rosetta était déjà lancé à ce moment-là. Donc ensuite, il y a eu des missions, deux missions en fait, qui étaient la continuation de Deep Impact et Stardust, qui était Stardust Next, qui est retourné observer la comète Tempelin, et la mission Epoxy, qui a été voir la comète Hartley 2. Donc, mais le sujet d'aujourd'hui, c'est la mission Rosetta, puisque c'est la seule mission en fait qui s'est mise en orbite autour d'une comète, et surtout qui a réussi à larguer un petit module, comme vous le savez, à la surface de la comète. Donc la sonde elle-même en fait fait 3 tonnes. C'est un parallélépipède de 2 mètres par 2 mètres par 3 mètres, donc c'est quand même quelque chose d'assez imposant. Elle est équipée donc d'un certain nombre de systèmes, hein, qui sont les systèmes qu'on trouve sur toutes les missions interplanétaires, même sur certains satellites géostationnaires ou même de communication, même en orbite basse d'ailleurs. Donc il y a en premier des panneaux solaires qui sont très grands dans le cas de Rosetta, qui font 30 mètres. 32 mètres exactement d'envergure. Donc une superficie importante, c'est pas par hasard, c'est parce que la comète va aller très loin du Soleil, donc elle a besoin d'être alimentée en énergie, lorsqu'elle sera, d'ailleurs lorsqu'elle est maintenant, loin du Soleil. Donc voilà, donc ça c'est le premier système qui est très important et qui fonctionne très très bien. D'ailleurs l'Europe est un des leaders mondiaux dans le domaine des panneaux solaires, et devant les États-Unis dans ce domaine. Ensuite il y a une antenne à éolien, qui sert bien sûr, vous le savez tous, à communiquer en fait, donc à envoyer des ordres à la sonde et à recevoir les données de la sonde vers la Terre. Donc ces antennes en fait interagissent avec des systèmes à la surface de la Terre qui sont des antennes énormes qui peuvent faire entre 30 et 70 mètres. Donc les agences, l'Agence spatiale européenne et la NASA ont un réseau d'antennes sur Terre pour communiquer avec les sondes interplanétaires. Donc, dans le cas de la NASA, en fait, c'est ce qu'on appelle le Deep Space Network, et qui a été utilisé pendant la phase d'atterrissage de Philae. Donc, voilà.
Ensuite, il y a un système très important aussi dans Rosetta qui a été utilisé, qui en quelque sorte a été inauguré un peu par l'Agence spatiale européenne, qui n'avait pas l'habitude de faire de la navigation interplanétaire, et qui pour Rosetta, enfin pas autant l'habitude que la NASA. Donc ces caméras de navigation servent en fait pour la sonde à se repérer dans l'espace. Donc en particulier pendant toute la phase d'approche que je vais vous montrer, ces caméras ont été utilisées pour faire des manœuvres visant à se rapprocher de la comète progressivement. Donc finalement, on utilise la caméra pour mesurer la position de la comète. Et comme on connaît, grâce à l'antenne à Hauguin, la position de la sonde, on sait quelle est la vitesse qu'on doit adopter pour rejoindre la comète. Donc c'est la stratégie qui a été adoptée pendant toute la phase d'approche, qui a duré 6 mois. Donc c'est quand même assez important. Ensuite, il y a aussi des senseurs stellaires, donc ça c'est un petit peu plus peut-être compliqué à expliquer. En fait, ce sont des sortes de mini-télescopes qui observent des étoiles et qui permettent à la sonde de se repérer par rapport aux étoiles, dans ce qu'on appelle un système inertiel. Donc ça permet à la sonde en fait de savoir exactement comment elle est orientée par rapport aux étoiles à chaque instant. C'est un système très très important. Et ils sont sur les côtés ici, sur les deux côtés du lander Philae. Donc bien sûr, je vais passer maintenant aux instruments scientifiques. Je ne vais pas vous les décrire tous, ce serait un peu trop, ce serait un peu laborieux. Si vous voulez avoir des détails, vous pouvez aller sur le site de l'ESA. Je vous mettrai l'adresse, l'URL à la fin. Le seul, enfin quand même quelques instruments importants sont Osiris pour nous, puisque en fait nous sommes co-responsables de la caméra à haute résolution, donc avec un institut Max Planck en Allemagne. Et donc, qui s'appelle Osiris, qui sont situés exactement au-dessus du module Philae sur ce diagramme. Donc, après, les autres instruments dont je vais vous parler dans cette présentation sont CONSERT, qui en fait est un instrument très important de Rosetta, qui vise à faire un sondage radio de l'intérieur de la comète. Donc, envoyer des ondes radio. Ces ondes radio, à 10 cm ou plus, peuvent traverser la comète et être détecté. Donc ça permet en fait de sonder l'intérieur de la comète. Donc il y a un émetteur en fait qui est sur Philae et un récepteur qui est sur l'orbiteur, qui est représenté ici. Donc c'est des sortes d'antennes râteaux, on pourrait dire, donc, qui sont montées sur Rosetta et qui aussi, il y a 2 antennes, d'ailleurs qu'on voit très bien sur les photos, sur Philae. Donc voilà. Bon, après, il y a d'autres instruments, donc il y a toute une batterie d'instruments qui sont très très puissants et qui font vraiment la force aussi de Rosetta. Même si j'en parlerai pas en détail, il y a un ensemble de spectrographes, des spectromètres de masse, pour essayer vraiment de comprendre de manière très très précise la composition chimique de la comète, étudier les grains de poussière, et donc étudier aussi certains composés isotopiques. Donc voilà. Et surtout, évidemment, le joyau, en quelque sorte, de cette batterie d'instruments, c'est Philae, qui est un module d'une centaine de kilos, qui a été largué à la surface de la comète, comme vous savez, le 12 novembre. Donc voilà. Je reviens brièvement sur les caméras scientifiques, puisque c'est vraiment des instruments qui nous tiennent à cœur à Marseille. Donc en particulier, la caméra qui est représentée en bas, qui est la caméra à haute résolution. Le diamètre de la pupille d'entrée est représenté ici avec un cache noir devant. C'est sur la gauche de la photo. Donc il mesure une dizaine de centimètres, pour vous donner l'échelle à peu près. C'est une caméra qui est quand même assez imposante, qui pèse 20 kg. Mais il faut voir ça en fait comme une sorte de super appareil photo numérique qui peut résister 10 ans dans l'espace et qui a des performances aussi très très bonnes. Voilà, donc, malgré tout, c'est de la technologie d'il y a 20 ans, donc il faut comprendre ça dans une mission spatiale, en particulier dans Rosetta. Quand on conçoit des instruments pour une mission spatiale, évidemment, ça prend du temps pour les réaliser, les tester, les monter sur la sonde. Après, il y a le lancement, après, il y a la durée du vol de la sonde. Donc ça prend du temps, en fait, entre le moment où on conçoit l'instrument et le moment où on a vraiment les images, c'est-à-dire maintenant. Donc ces instruments ont été conçus au début des années 90, en fait. Donc voilà, mais malgré tout, c'est de la très bonne technologie, je peux vous dire. Très bon détecteur. Et... Par contre, on a les moyens, évidemment. On ne va pas mettre des composants électroniques bon marché dans une mission comme Rosetta. On met les moyens. Donc maintenant, je vais vous montrer les images. Donc,
tout d'abord, j'ai commencé par l'approche, donc la phase d'approche dont je vous ai parlé. Donc, à ce moment-là, la sonde était vraiment loin de la comète, on ne sentait pas du tout la gravité de la comète. On était vraiment en train d'essayer de se rapprocher en orbite autour du Soleil, et on essayait de se rapprocher progressivement de la comète. Donc vous allez voir, je vais montrer des images en particulier de la caméra à haute résolution que j'ai installée. Donc je vous présente ça un petit peu par étape. Donc la première étape, c'est l'approche lointaine. Alors c'est un peu arbitraire parce qu'on a eu des données avant le 1er mai 2014, mais je commençais un peu arbitrairement à ce moment-là, parce que c'était le début formellement des opérations scientifiques. Et le 1er août, où là on était quand même assez proche de la comète, environ à 1 millier de kilomètres. Donc voilà, les premières images, donc ici, bon, je passais directement au 1er juillet, mais on avait des images avant qui montraient aussi ce genre d'image, mais à moins bonne résolution. Donc ici, le 1er juillet, on voyait ça, donc une sorte de... Donc certains ont dit un canard en plastique, c'est les petits canards qu'on met dans son bain. Moi, au début, je voyais plutôt une sorte de pied de bébé, chose comme ça, avec un peu boudiné. Et en fait, c'est déjà une énorme surprise à ce moment-là, puisque en fait, vous voyez clairement sur les images, déjà à ce moment-là, que la comète en fait est composée de en quelque sorte, nous on dit deux lobes, qui sont bien distincts. Donc je reviendrai là-dessus. Et ça, c'était une surprise, on ne s'y attendait pas du tout à ce genre de forme. On peut essayer d'anticiper la forme de la comète à partir des courbes de lumière. Donc en observant la comète non résolue, et en mesurant la lumière qu'elle réfléchit du Soleil au cours de sa rotation. Donc en parlant de rotation, là, ce que vous voyez, c'est une série d'images qui a été obtenue pendant une période d'environ une douzaine d'heures. On connaissait par contre la période de rotation de la comète avant. Donc ça, c'était vraiment important. Donc on avait planifié, si vous voulez, des images pendant une période de rotation de la comète, tous les 10 degrés en rotation. Donc c'est-à-dire 36 images. Donc ici vous avez une série, je ne sais pas s'il y en a exactement 6 x 6, 36, voilà, donc c'est tous les 10 degrés à peu près en rotation de la comète. Donc là, la résolution était de 400 mètres par pixel, on était à 20 000 km de la comète à ce moment-là. Vous voyez quand même que même de 20 000 km, on arrive à voir un petit objet comme ça qui fait environ 4 km pour la longueur du plus grand lobe. Donc on se rapproche d'un facteur 2, et donc on a réussi à voir ça. Donc là on avait 36 images aussi, mais je vous en montre seulement quelques-unes. Et là on commence à voir déjà que le noyau est assez rugueux. Donc, vous voyez qu'il y a un aspect un peu blanchâtre et il n'y a pas beaucoup de contraste sur les images, contrairement aux images qu'on va voir plus tard. Ça c'est parce qu'en fait le Soleil était presque derrière Rosetta, au moment où on a pris les images par rapport à la comète. Donc c'est ce qu'on appelle l'angle de phase, qui est l'angle soleil-objet-sonde, d'accord, qui à ce moment-là était très petit. C'était de l'ordre de 10 degrés, donc on ne voyait pas beaucoup de détails. Il y a un effet bien connu, qu'on appelle l'effet d'opposition, qui fait qu'en fait la comète est plus brillante, mais par contre a peu de contraste à ce moment-là. Donc voilà. Donc là on a une résolution de 200 mètres par pixel, donc vous voyez qu'on commence à résoudre certains petits détails, même si ce n'est pas très contrasté. Donc déjà à partir de ces images, c'est assez incroyable, mais on a réussi à faire un modèle de forme et à le livrer à l'Agence spatiale européenne. Donc ce modèle de forme, en fait, qui s'appelle CHAP2, c'est le nom de la séquence d'observation, a été envoyé à l'Agence spatiale européenne pour préparer les observations d'atterrissage du lander, enfin les opérations, pardon, d'atterrissage du lander, et en particulier pour faire des calculs déjà de trajectoire à ce moment-là. Donc calculer la gravité. Donc voilà, ça c'est une méthode qui a été développée à Marseille, qui a fait l'objet d'une thèse de doctorat, qui a été spécialement utilisée, spécialement développée pour Rosetta. Donc je vous parle maintenant de ce que j'ai appelé l'approche finale, donc qui est une période assez courte, d'environ une semaine, au début du mois d'août, où on a commencé, je pense, dans les médias à parler de Rosetta. Donc, et ça couvre des distances où là on commençait vraiment, vous allez voir, à voir des détails de la surface de la comète. Donc les distances étaient entre 1000 et 100 km.
Donc voilà un exemple d'image qu'on a obtenue, donc toujours avec la caméra à haute résolution. La majorité des images que je vous montre a été obtenue avec la caméra à haute résolution. Là, vous voyez très bien en fait que la surface est extrêmement rugueuse. Alors, les géologues ont parlé de terrasses en fait, des terrasses avec des falaises au bout de la terrasse. Donc ça, c'est des paysages qu'on trouve aussi sur Terre, mais qui sont en général fabriqués par l'homme, en particulier pour l'agriculture. Et là, sur la comète, c'est vraiment, ça couvre une grosse partie de la surface. Donc, vous voyez très bien les sortes de falaises qu'on voit un peu partout. Il y en a une très grosse qui est un peu sur la droite et en haut de l'objet. Donc ça, c'est des images en fait qui ont été reconstruites en vraies couleurs, entre guillemets, c'est-à-dire les couleurs que verrait l'œil humain. Alors, juste une petite parenthèse pour dire que si une personne était assise sur Rosetta, d'abord elle ne pourrait pas survivre, mais bon, en imaginant qu'elle ait un scaphandrier. Mais en fait, avec l'œil, on ne verrait rien du tout, on verrait vraiment une masse noire qui cacherait les étoiles, c'est tout. Parce que l'œil humain n'est pas assez sensible pour voir la comète à ce moment-là. Donc, c'est juste pour vous dire aussi que les détecteurs électroniques qu'on utilise sont vraiment très sensibles. Et là, c'est des pauses d'environ 100 millisecondes qui permettent de voir vraiment, d'avoir des bons niveaux d'exposition et de voir des détails. Donc ça, cette image a été prise le 2 août. Donc à ce moment-là aussi, on a réussi à reconstruire exactement la direction de l'axe de rotation. Donc ça, c'est très important aussi pour aller faire atterrir Philae, de savoir comment la comète tourne exactement. Donc on a trouvé, alors j'ai mis des chiffres ici et des paramètres qui sont un peu pour les spécialistes, mais qui correspondent à l'orientation de l'axe de rotation de la comète par rapport aux étoiles. Donc qui donnent vraiment la direction de l'axe dans le même repère inertiel dont je vous parlais au début. Donc, et vous voyez en fait que la précision, alors peu importe les nombres, hein, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais vous voyez déjà que la précision était de 0,1 degré, donc c'était déjà énorme. Maintenant on est à environ 1 centième de degré, même peut-être un peu mieux. Donc, et ce qui est important aussi, c'est l'inclinaison. Alors ce qu'on appelle l'inclinaison, c'est comment l'axe est orienté par rapport au plan orbital de la comète. Donc si l'inclinaison est de 0, l'objet va tourner perpendiculairement à l'orbite. Donc c'est pas le cas de la Terre par exemple. Vous savez que la Terre est inclinée de 23,775 degrés à peu près par rapport à son plan orbital. C'est ce qui fait qu'il y a des saisons en fait sur Terre. Donc la comète, sur la comète, il y a vraiment des saisons très très fortes parce que l'inclinaison est de 52 degrés. Donc l'axe de rotation est très très incliné. Et ça explique aussi qu'en ce moment, en fait, on voit l'hémisphère nord, mais plus tard, lorsque la comète va se déplacer par rapport au Soleil, l'hémisphère sud va être très exposé, en particulier près du périhélie. Donc vous allez voir, ça va avoir des conséquences pour Philae aussi. Donc retenez bien ça. Donc en fait, on observe seulement environ 75% de la surface, et les 25% restants ne sont jamais éclairés. Donc c'est comme sur Terre, en fait, quand on a la nuit polaire. C'est le même mécanisme. Sauf que là, la zone concernée, elle est beaucoup plus importante. Et le Soleil est beaucoup, beaucoup plus bas sur l'horizon que près des pôles pendant la nuit solaire. Vous noterez aussi une chose relativement importante que j'ai un petit peu... que je montre avec cette flèche jaune. C'est qu'en fait, on n'a pas de système... on ne peut pas décrire la surface en coordonnées sphériques sur la comète. Autrement dit, si on tire des rayons depuis le centre de la comète vers la surface, à certains endroits, on va l'intercepter 3 fois au lieu d'une. Donc ça posait un certain nombre de problèmes et ça a conduit à réécrire un certain nombre de logiciels. Donc ça a beaucoup compliqué les opérations, même si un certain nombre de personnes s'y attendaient, mais pas tout le monde. Et aussi, on a réussi à mesurer la période sidérale, donc ça fait déjà l'objet d'un article qui est déjà publié, qui est 12,443 heures. Donc vous voyez que la précision, elle est très grande. Et aussi, on a réussi à estimer le volume, qui est de 21 km3. Et comme on a mesuré la masse, mais ça je vous en parlerai plus tard, quand on s'est mis en orbite, on a pu mesurer déjà, avoir une estimation de la densité.
Donc voilà le modèle de forme qu'on a réussi à faire. Donc en fait, je vous montre des modèles de forme parce qu'on était responsable de cette partie à Marseille. Donc on était directement concernés et on devait livrer régulièrement à l'Agence spatiale européenne des modèles tridimensionnels de la comète. Donc dans le cadre des opérations d'atterrissage de Philae. Donc ça c'est le meilleur modèle qu'on a livré, qui a été fait en grande partie, mais aussi un peu avec notre aide, mais par un collègue américain de Los Angeles, qui s'appelle Bob Gaskell. On a réussi à extraire la taille des deux lobes, puisque en fait là, évidemment, sur les modèles 3D, si je reviens dessus quelques secondes, si j'y arrive, sur les modèles 3D, on voit vraiment bien les deux lobes, le petit lobe en haut et le gros lobe en bas, qui est un peu plus aplati. Là, l'axe de rotation est réel, c'est-à-dire c'est le vrai axe de rotation de la comète qui est montré. Donc la rotation se fait autour de son vrai axe. Donc elle tourne comme ça dans l'espace. Donc on a réussi à mesurer la taille, parce que c'est en fait quand même un paramètre de base, c'est de savoir la taille. Et c'est pas, dans ce cas-là, évidemment, vous vous imaginez, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, de donner la taille d'un objet comme ça, qui est composé de deux lobes. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a coupé en deux. On a séparé les deux lobes et on a mesuré la taille des deux lobes indépendamment l'un de l'autre. Donc pour le gros lobe, vous l'avez en haut ici, c'est ce que j'ai appelé B. Alors B c'est pour big en anglais en fait. Et le petit lobe S là, évidemment c'est pour small. Donc voilà. J'ai présenté à une conférence en fait, c'est resté. Donc voilà. Donc on a vraiment séparé, on a réussi à séparer très rapidement même les deux lobes. Donc le premier, le grand, là, il fait 4,1 km par 3,6 par 1,7. Donc en fait, il est assez fin. C'est une sorte de crêpe assez épaisse, quoi. Et il est un petit peu, vous voyez, il est un petit peu incurvé, un petit peu gondolé, quoi. Donc son volume, on a réussi à mesurer donc son volume qui fait donc 13 km3. Et pour le petit lobe, ben, il est en bas, là, c'est le S. Vous avez aussi les dimensions, donc 2,6 par 2,4 par 1,6. Donc lui, il est plus, on va dire, ellipsoïdal. Il est plus régulier. Il est un petit peu moins aplati. Et son volume, c'est 5,7 km3. Si vous comparez ça au volume global, en fait, on peut avoir aussi une estimation du volume de la zone d'étranglement entre les deux lobes. Donc c'est de l'ordre de 2 km3 à peu près. Donc voilà, je vous montrerai maintenant un petit peu la dernière phase avant le largage de Philae. Je reviendrai bien sûr sur toutes les activités pendant l'atterrissage et après. Donc je vais passer assez brièvement là-dessus. Donc ça c'est toute une phase où on a voulu en fait vraiment bien connaître la surface avec une bonne résolution pour savoir exactement choisir le site d'atterrissage en fait. C'est l'objectif. Donc le choix du site d'atterrissage, je vous montrerai un petit peu quels critères ont été utilisés par les ingénieurs et par les scientifiques. Il y a toujours un peu un conflit entre les deux. Donc ça couvre des distances entre 100 et 10 km. Donc vous allez voir que certaines images en fait sont assez impressionnantes. Ces images les mieux résolues de la surface d'une comète qu'on n'a jamais vues. Je vais vous montrer. Et certaines n'ont pas été publiées sur le site de l'ESA, donc vous ne les avez pas encore vues. Donc, voilà une image qui a été prise depuis 120 km, donc au début de cette phase de cartographie. Là, on était sur des orbites qui étaient assez bizarres, qui étaient en triangle, avec la comète au sommet, en quelque sorte, qui forme une pyramide. Donc, on ne voulait pas atterrir alors que la comète était en pleine activité. Voilà une autre image, cette fois de la caméra de navigation, qui montre très bien tous les jets qui partent de la zone d'étranglement entre les deux lobes. On voit aussi des jets un peu sur la gauche là, qui partent du gros lobe. Donc, voilà. Donc ces jets sont évidemment assez dangereux pour Philae. On a cherché à tout prix à les éviter pendant la descente vers la comète. C'est pour ça que cette zone d'étranglement a été totalement exclue pour l'atterrissage. Je vous montre quelques images, on en a plein aussi, mais bon, on va pas tout montrer. Donc des images obtenues depuis 20 km, où là vous voyez, donc j'ai mis la petite barre en haut, là, donc si vous avez 100 mètres, la résolution est de 40 cm par pixel, donc là on commence à voir déjà des détails qui font quelques mètres.
Vous voyez en fait que la surface est parsemée de petits débris de tailles diverses et variées, entre quelques mètres et quelques dizaines de mètres. Donc, finalement, c'est une comète, ça a l'air d'être composé, en tout cas en surface, de toute une collection de débris de différentes tailles. Alors bien sûr, s'il y en a qui sont plus petits que la résolution ici de 40 cm, on les voit pas. Ils sont à l'intérieur d'un pixel, donc on n'arrive pas à les résoudre. Et il y en a certainement. Voilà une autre image, donc aussi assez impressionnante. On a l'impression un peu d'avoir c'est voir un peu de la neige ou des sortes de boules de neige là, qui sont posées sur la surface. Donc ici, la gravité n'est pas très intuitive sur les comètes, hein, comme vous pouvez imaginer, parce que si vous faites un calcul de gravité, c'est pas du tout ce à quoi on pourrait s'attendre évidemment sur Terre. La gravité, elle est très très différente d'un point à l'autre. Et la direction du champ de gravité n'est pas du tout la direction normale à la surface. Donc ça conduit des fois à des images assez surprenantes. On a l'impression vraiment d'avoir des choses qui sont un peu en suspension sur la surface. Et si on fait le calcul, on se rend compte qu'en fait le champ de gravité, en fait les plaques sur la surface, et il n'y a pas de contradiction. Donc là évidemment si on prenait une image comme ça sur Terre, ben, les particules tomberaient clairement. Et sur la comète, c'est pas le cas. Vous voyez, c'est vraiment farci de petits débris, petites boules de quelques mètres. Une autre image qui montre la même chose. Par contre, vous voyez en haut à droite qu'il y a une zone qui est très très lisse. Donc il semblerait quand même qu'à certains endroits, la surface soit lisse à des échelles de quelques dizaines de centimètres, en tout cas. Par contre, le reste de la surface, c'est comme l'image précédente, il y a plein de particules de tailles différentes. Cette image est très intéressante aussi, parce que si vous regardez en bas à gauche, vous voyez des structures circulaires, et ça, pour l'instant, ça reste mystérieux. C'est peut-être des geysers en fait, qui sont activés lorsque la comète se rapproche du Soleil. Donc ça, on devrait le voir. Une sorte d'épanchement en fait, de matériaux qui provoque des structures circulaires, mais on ne sait pas. C'est des choses qui sont observées sur Terre, en fait, après des sources géothermiques, mais on ne sait pas du tout si c'est le même mécanisme. Donc il y a pas mal de questions qui sont ouvertes, hein, et bien sûr c'est trop tôt pour y répondre. Il y a une série d'articles en préparation pour une revue américaine, donc qui devrait paraître dans les mois qui viennent. Peut-être vont répondre à certaines de ces questions, mais certainement pas à toutes. En particulier, il y a des questions sur la forme de la comète, sur la porosité, parce que je vous ai parlé tout à l'heure de la densité. Bon, il s'avère que c'est environ entre 0,4 et 0,5, ce qui n'est pas vraiment une surprise, ça correspond à ce à quoi on s'attendait. Et ça pose la question de savoir, puisque les composants élémentaires des comètes ont des densités plus fortes que ça, hein, la glace d'eau c'est 1 et les poussières c'est 2, 3, même des fois supérieur à 3. Donc il doit y avoir de la porosité dans la comète, c'est la seule façon d'expliquer pourquoi la densité globale est si faible. Donc toute la question est de savoir à quelles échelles on a cette porosité, est-ce que c'est à très grande échelle ou à petite échelle. Les images, vous allez voir, les images de Philae, en fait, suggèrent que c'est pas à très petite échelle. Donc, ça interroge. Est-ce que c'est vraiment est-ce qu'il y a vraiment des énormes cavités à l'intérieur de la comète? Ou alors est-ce qu'il y a quand même ce qu'on appelle nous microporosité, c'est-à-dire de la porosité à petite échelle, et qu'on n'observe pas sur les images de Philae. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une des grandes questions qui devra être adressée, on va dire, dans les semaines et dans les mois qui viennent. Après, il y a aussi des indications en fait, qu'il y a des sortes de couches sur la comète, puisqu'on observe des différences de composition importantes d'un point à l'autre. Donc il semblerait que la comète ne soit pas du tout homogène. Donc ça pose des questions sur sa formation. Comment on arrive à former un corps comme ça, avec de la glace, mais qui est inhomogène. Ça veut dire que dans la nébuleuse primitive, il y avait des poches de composition différentes. Et donc ça pose la question de savoir comment elles se sont formées. Il y a des idées, hein, c'est pas... Les gens ont déjà commencé à réfléchir. Donc. Ensuite, bon, sont-elles homogènes? J'ai déjà posé le problème, en fait. Et il y a aussi une question, est-ce qu'on peut identifier ce que nous on appelle les cométésimaux, qui sont les composants élémentaires à partir desquels on a formé les comètes. Autrement dire, les blocs élémentaires qui se sont agrégés pour former les comètes. Donc on peut se demander, est-ce qu'il y a une taille bien précise? Est-ce que c'est un peu toutes les tailles, avec des modèles un peu fractales?
Donc ça, c'est des questions. Ou est-ce qu'il y a plusieurs tailles caractéristiques? Tout ça, c'est les interrogations qu'on a actuellement, qu'on est en train d'essayer d'étudier. Après, il y a des questions qui portent plus sur l'évolution de la comète, donc comment tout ce qu'on observe en surface, hein, les terrasses, les falaises, tout ça, comment ça se forme, en fait, comment ça évolue, on ne sait pas trop. D'où vient l'activité? Je vous ai montré que clairement l'activité sur Churyumov, elle vient de la zone de l'étranglement, mais il semblerait aussi qu'elle vienne d'autres endroits, et pratiquement même de toute la comète. Donc ça pose la question de savoir en fait comment la comète arrive à sublimer du gaz un peu partout, alors qu'on sait très bien que le gaz n'est pas en surface. Donc pour tout un tas d'arguments, on a des mesures qui montrent que le gaz n'est pas en surface. Donc il doit être forcément relativement près de la surface parce qu'il faut quand même de l'énergie pour sublimer les glaces. Donc là, il y a une sorte de contradiction qu'il faudra arriver aussi à résoudre dans les semaines, dans les mois qui viennent. Donc il y a aussi comment l'activité, en fin de compte, affecte la surface. Est-ce que ça crée des dépôts? Est-ce que ça érode la surface? Peut-être les deux. Donc tout ça, il faudra y répondre. Mais pour l'instant, il est un peu trop tôt. Donc je vais vous parler de l'atterrissage de Philae. Donc ça, c'était entre le 12 et le 14 novembre. Les distances étaient... donc on n'était pas si près que ça. Hein, parce que l'Agence spatiale européenne, finalement, avait décidé de faire toutes ces opérations depuis une vingtaine de kilomètres de la surface. Alors que certains scénarios incluaient en fait une descente jusqu'à 4, 5, 6 km de la surface. Donc, finalement, on est resté assez loin. Donc voilà. Donc en ce qui me concerne, moi j'étais effectivement, comme je vous ai dit au début, à Darmstadt, dans la salle d'opération de l'Agence spatiale européenne. Donc c'est là où on recevait en fait les données en temps réel du lander et aussi des caméras de l'orbiteur. Donc Philae, donc je vous l'ai déjà montré, hein, donc c'est un module qui était en fait pendant toute la phase de croisière, qui était plaqué sur Rosetta. Hein, il était fixé sur la surface avec une petite goupille qu'on a retirée avant de l'éjecter, et avec donc un mécanisme d'éjection qui a fonctionné pour éjecter Philae de l'orbiteur. Donc ça c'était le 12 au matin, hein, c'était à 9h35, heure française, 8h35 temps universel. Donc avant de parler vraiment de tout le déroulement de l'atterrissage, donc même après, je vais vous présenter un peu le module Philae. Donc il est composé de toute une batterie d'instruments qui sont assez impressionnants, c'est un magnifique petit robot et petit laboratoire. Il a fallu miniaturiser bien sûr tous les instruments, ce qui a été vraiment un défi pour les ingénieurs. Donc il y a toute une batterie, il y a des détecteurs de poussière, il y a des caméras, donc dans lesquelles moi j'étais directement impliqué. Donc qui sont toute une série de caméras panoramiques avec 2 caméras stéréo qui sont représentées ici vous voyez l'inscription sur la droite. Donc après il y a une plateforme qui contient toute une série d'instruments, ici orientés sur la droite du lander, avec des spectromètres X qui mesurent la composition de la surface. Il y avait aussi des senseurs thermiques MUPUS. Il y avait COSAC Ectolymi qui étaient des spectromètres de masse. Donc je vous les fait un peu dans le désordre. Il y avait CONSERV, qui est cette expérience radio pour sonder l'intérieur de la comète, qui a très bien marché. Il y avait donc une caméra de descente qui était fixée sur le bas de Philae et qui a pris des images pendant la descente. Pendant toute la descente d'ailleurs. Voilà. Ensuite il y a un senseur acoustique. Vous avez peut-être vu sur le site de l'ESA, en fait, ils ont mis le son de l'atterrissage. Et MUPUS était aussi constitué d'un senseur mécanique, donc pour essayer de mesurer les propriétés mécaniques de la matière cométaire. Donc voilà. Il y avait aussi un magnétomètre pour éventuellement mesurer un petit champ magnétique qui pourrait être à la surface. Donc, à une certaine époque, on pensait que la surface pouvait être éventuellement chargée électriquement et créer un champ magnétique.
Donc voilà. Donc je voulais revenir un peu, parce que moi j'étais impliqué directement dans les réunions pendant lesquelles on a choisi le site d'atterrissage. Ça s'est déroulé à Toulouse, il y a eu 2 réunions. C'était au mois de fin août et mi-septembre. Donc pour revenir un peu sur les critères, parce que j'ai souvent des questions à la fin de ma conférence, donc j'ai décidé d'inclure ça directement dans la conférence. Donc les critères sont tout d'abord la topographie de la zone d'atterrissage. Donc ça paraît évident, hein. Si on a une zone qui est vraiment très très chahutée, on ne va pas chercher à atterrir à cet endroit-là. Ce serait un peu ridicule, c'est comme sur Terre, on n'irait pas atterrir dans une zone montagneuse. On va chercher plutôt une zone désertique ou une zone bien plate, hein, un plateau, une plaine. Donc c'était un peu le même principe pour Philae, mais ça a été assez difficile de trouver une zone. Comme vous avez vu, le noyau, hein, il est très 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 chahuté. Donc c'était quasiment impossible de trouver une zone vraiment très favorable en ce qui concerne la topographie. Donc il y a d'autres critères qui ont été finalement pris en compte. Donc un critère très important qu'on ne comprend pas toujours très bien, c'est qu'en fait il faut aller à l'endroit précis où on peut larguer Philae pour atterrir à un point précis de la comète. Ça paraît idiot, mais il faut pouvoir aller à un certain endroit pour larguer Philae finalement. Et ça, finalement, ça a été un critère assez important pour éliminer toute une série de sites possibles. Donc voilà. Donc ça, c'est des calculs, disons, d'orbite autour de la comète, qui parfois n'autorisent pas certains sites d'atterrissage à la surface. Il y a aussi la durée de vol du module jusqu'à la surface, parce que si on veut atterrir à un endroit, mais que le vol dure 12 heures, c'est considéré comme trop long. Parce que le problème, c'est que les erreurs s'accumulent pendant la descente. Et donc, la zone, et à un certain moment, même, elle devient plus grande que la comète elle-même. Donc la durée de descente, en fait, on veut l'avoir la plus petite possible. Donc vous allez voir, et vous savez certainement que la durée de descente était quand même de 7 heures. Ce qui était quand même déjà une limite supérieure. Mais la précision était très bonne, finalement. Donc, ensuite, il y a l'alimentation électrique des batteries du module. Donc ça s'est révélé malheureusement terrible pour Philae, puisqu'il est finalement atterri dans une zone où cette condition n'était pas favorable. Donc là, il s'agit bien sûr que les panneaux solaires de Philae, qui sont 3 panneaux solaires à la surface, soient suffisamment éclairés par le soleil. Autrement dit, que le soleil soit suffisamment, si vous voulez, que le soleil les éclaire suffisamment bien, donc par rapport à l'heure normale, pour pouvoir recharger les batteries de Philae. Ça n'a malheureusement pas été possible. Et il y a un dernier critère qui était la visibilité du module depuis l'orbiteur, puisqu'en fait, on voulait avoir pendant plusieurs jours un lien radio continu entre Philae et l'orbiteur. Donc il fallait pouvoir le poser à un endroit où, malgré la rotation de la comète sur elle-même, en 12 heures, on arrivait à maintenir le lien radio de manière constante. Donc tout ça, c'est des contraintes. C'est assez compliqué, hein, bien sûr, il faut faire beaucoup de calculs. Et ça conduit donc à la sélection du site d'atterrissage final de Philae, qui était, si vous avez suivi, c'était le site J, qui était donc sur le bord de cette zone circulaire dont je vous ai parlé plus tôt, sur le petit lobe, donc de cette dépression circulaire, quasi-circulaire, c'est pas exactement. Donc ici, sur la gauche, vous avez la vue d'ensemble. Et sur la droite, vous avez un zoom qui vous montre une image de la caméra à haute résolution du site d'atterrissage théorique de Philae. On a atterri tout près, hein, je vais vous montrer. Donc c'était le site retenu finalement après de longues discussions et plusieurs réunions qui ont été parfois assez pénibles, mais très excitantes. Donc l'Agence spatiale européenne aussi nous a demandé à Marseille de faire un modèle numérique de terrain. Donc ce qu'on appelle un modèle numérique de terrain, c'est un modèle 3D en fait avec les élévations, pour voir justement s'il y avait des pentes très importantes à la surface. Donc ça, c'était un des critères hein, de choix du site. Et vous voyez en fait que la zone qui est ici, sur une partie, sur le plateau en fait qui est à peu près au centre ici, la bande à peu près plate qui est au centre du modèle, et juste sur le bord de la dépression qui ici est sur la droite. Donc, on voit le bord ici de la dépression circulaire sur la droite de ce modèle. Et vous voyez que en fait tout autour il y a des falaises assez impressionnantes.
Et nous avons mesuré les pentes qui sont représentées sur cette carte en fausse couleur. Donc l'ellipse ici montre le site d'atterrissage. Sur la droite aussi de cette carte, vous avez la dépression circulaire, alors c'est juste un petit bout. Hein. Et le site d'atterrissage est au centre de l'ellipse, ici. Et les codes couleurs représentent les pentes par rapport au centre de l'ellipse. Donc vous voyez qu'en fait, les pentes sont assez importantes, même à l'intérieur de l'ellipse, puisqu'elles peuvent atteindre facilement 35, 40 degrés à beaucoup d'endroits. Donc on savait qu'il y avait un risque important. Donc jusqu'à 30 degrés, en fait, il n'y avait pas de risque majeur pour le lander, mais au-delà, ça commençait à devenir problématique. Et il y a même des petites zones ici qui sont, vous voyez sur le bord droit de l'ellipse, des zones qui sont un peu en rouge orangé, qui correspondent à même à des pentes, mais bon, ça ne représente pas beaucoup de surface finalement, il n'y avait pas beaucoup de risques. Et il y avait quand même des pentes de 60, 70 degrés même, à certains endroits. Donc c'était pas sans risque, tout le monde le disait, tout le monde le savait. Donc je ne vais pas vraiment commenter ça en détail, mais juste pour vous donner un peu la chronologie de ce qui s'est passé. Donc il y a eu l'éjection le matin du 12 à 9h35. Donc, avant ça, en fait, il y a eu ce qu'on appelle des go, no go, c'est-à-dire des décisions d'éjection ou pas. Donc je passe là-dessus. Et donc le module a été largué à 9h35, comme prévu, vers la surface de la comète et vers le site que je viens de vous montrer. Et il a effectivement atterri 7 heures plus tard, à quelques minutes près. C'était vraiment impressionnant. C'était vraiment réglé comme une horloge. Et ce qui n'était pas prévu, finalement, c'est que le module ne s'est pas arrimé. Donc, à la surface, il a rebondi. Comme vous savez certainement, si vous avez suivi un peu. Donc, normalement, il était censé s'arrimer grâce à plusieurs systèmes. Donc, il y avait un petit jet, en fait. Donc là, je suis désolé, c'est en anglais, mais sur le haut de Philae, il y avait donc un moteur à jet de gaz qui devait plaquer pendant une demi-heure même le lander sur la surface. Donc ce moteur n'a pas fonctionné parce qu'en fait, il y avait certainement, on n'est pas sûr, mais certainement l'hypothèse la plus probable, c'est qu'il y avait une micro-fuite dans le réservoir qui a dépressurisé le réservoir de gaz, qui n'a pas du tout fonctionné puisqu'il était vide en fait. Donc finalement, Philae n'a pas été plaqué sur la surface par ce jet. Ensuite, il y avait un système de 2 harpons qui était censé arrimer aussi Philae, mais qui fonctionnait bien, on le savait, que si le jet fonctionnait. Donc c'était déjà assez compromis, et en plus les harpons n'ont pas fonctionné. Donc c'était de ce point de vue-là déjà assez désespéré quand on a su que le moteur n'était pas pressurisé. Dès le moment de la séparation, on a eu peur parce qu'on s'est dit qu'il va y avoir certainement un rebond. Donc, ensuite, il y avait aussi des vis qui étaient situées dans les 3 pattes de Philae, qui étaient aussi censées l'arrimer à la surface. Donc ça, ce qu'on a vu en fait le jour même, hein, c'était cette image-là, qui était en fait une image prise par la caméra dont je vous ai parlé, là, qui prend des images vers le bas de Philae, donc des images de la surface dans la direction vers le bas du lander. Et donc cette image montre la dernière image qui a été prise, qui a quand même une très bonne résolution, hein, parce que là la résolution est de 4 cm par pixel. Donc, évidemment là c'est une résolution bien meilleure que ce qu'on peut voir depuis l'orbiteur. On voit que c'est parsemé en fait de petits cailloux hein, qui font, je sais pas, une dizaine de centimètres, 20 cm peut-être. Et puis il y a un gros bloc ici, hein, qui fait à peu près 6 ou 7 mètres, donc, qui est planté dans la surface. Donc on sait en fait, et on a retrouvé bien sûr sur les images au service, on a retrouvé où était cette scène. Donc on a pu déterminer déjà dès le soir même que le lander avait atterri pratiquement à l'endroit choisi par l'Agence spatiale européenne. Donc c'était de ce point de vue-là un très grand succès, dans le sens où vraiment l'orbite, la trajectoire était très précise vers la surface.
Donc le soir même, donc, on n'a pas eu de panorama. Donc, moi j'étais dans la salle en fait à Darmstadt et le panorama entre guillemets on l'a eu. Il ressemblait absolument à rien. On a eu juste un bas d'image qui était complètement flou. Donc bien sûr on ne l'a pas montré parce que ça n'avait absolument aucun intérêt. Et en plus de ça, le filae était en rotation. Donc ça on le savait aussi. Parce que les communications étaient intermittentes. Donc l'antenne de Philae transmettait vers l'orbiteur de manière intermittente, ce qui était une indication qu'il n'était pas stabilisé à la surface de la comète, mais qu'il était en train de voler quelque part. Donc, il y avait aussi un certain nombre de senseurs qui indiquaient ça, par exemple les senseurs de température, qui visiblement étaient en train de regarder dans l'espace, et n'étaient pas en train de regarder le sol. Donc on savait en fait qu'il avait rebondi à ce moment, déjà, dès le soir. Donc, ce qui s'est passé pendant la nuit, en fait, c'est qu'il y a eu on a replanifié une série d'observations pendant la nuit sur Terre, qui correspondait au jour sur la comète. Donc le jour d'après, sur la comète, on a planifié toute une série d'opérations, dont un nouveau panorama, en espérant, et sans le savoir avec certitude, mais en espérant qu'à ce moment-là, Philae se serait finalement posé sur la surface. Et c'est ce panorama que vous voyez ici, donc, qui a été planifié en aveugle. Tout ce qu'on fait sur Rosetta, c'était pratiquement en aveugle, enfin sur Philae en tout cas. Et qui a permis donc de comprendre un peu mieux ce qui s'était passé, et en particulier de comprendre qu'on n'était pas posé verticalement, mais par rapport à l'horizon, on était incliné de 90 degrés. Et probablement, le panorama nous a permis aussi de comprendre qu'on était dans une petite cavité, qui avait probablement bloqué Philae pendant ces rebonds fous. Donc là, les images, quand même, c'est exceptionnel. Ça restera dans l'histoire de l'exploration spatiale, parce que ça restera pendant plusieurs décennies les meilleures images de la surface d'une comète qu'on n'a jamais obtenues. Et donc là, on ne connaît pas exactement la distance entre la caméra et la surface qu'on observe, parce que ce n'est pas le côté des caméras stéréo. Mais là, les images ont probablement quelques millimètres par pixel de résolution. Et c'est vraiment, c'est très 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 surprenant parce qu'on ne s'attendait vraiment pas à ça. Ça ressemble vraiment à de la roche. C'est une image qu'on aurait pu prendre à la surface de Mars. Donc c'est vraiment, ça va vraiment interroger les gens qui travaillent sur la formation des comètes et l'accrétion de la matière dans les comètes. Comment on arrive à former presque des roches. Et par ailleurs, un des instruments MUPUS a réussi à forer quelques millimètres dans la surface, et il se trouve que c'est une surface très dure, donc c'est vraiment surprenant. En tout cas, c'est les conclusions pour l'instant qui restent à confirmer. Donc peu de temps après, en fait, donc toujours à Darmstadt, dans la salle de contrôle, nous avons travaillé sur les images de la caméra Osiris pour essayer de comprendre qu'est-ce qui était arrivé à Philae, parce que c'est quand même une des grandes questions, et aussi pour essayer de le trouver. Parce que maintenant, la grande question, c'est de savoir où il a atterri finalement, puisqu'il n'est pas à l'endroit du site nominal. Donc ces images montrent un peu mieux ce qui s'est passé. Donc on voit en fait ce que vous voyez à partir d'en bas à gauche, c'est des images du lander qui ont été prises par la caméra haute résolution de l'orbiteur. Donc vous voyez en fait le Philae en train de tourner sur lui-même. Oups. Je pense que je vais passer cette notification. Donc vous voyez en fait le lander tourner sur lui-même. Donc dans sa descente vers la surface, donc à ce moment-là tout se passait bien en fait, il n'y avait pas de souci. Et on voit aussi sur la caméra de résolution, on a réussi à trouver le point d'impact. Alors là je parle du premier impact, près du site J. Donc, et on voit très bien les trois traces là, des pattes de Philae quand il a touché la surface. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en fait, il a bien atterri. Les trois pattes ont touché la surface, il n'était pas basculé, il était bien. Donc ça aurait pu bien se passer, si les harpons avaient bien voulu fonctionner, et si
Donc le petit moteur avait fonctionné sur le haut de Philae. Il s'en est fallu peu. Donc malgré tout, ce qu'on a vu aussi, c'est que le Philae n'était pas exactement droit. Il a atterri un petit peu de travers. Parce que vous voyez qu'en fait, les trois traces d'impact ne forment pas un beau triangle isocèle. C'est déformé. Donc en fait, il a atterri un peu de travers malgré tout. Mais il serait atterri parfaitement bien si les systèmes d'ancrage avaient fonctionné. Donc les systèmes n'ont pas fonctionné, donc il a rebondi. Et sur une image, d'ailleurs c'est celle qui est présentée ici en fond, on a observé le lander dans sa folle course au-dessus de la surface de la comète. Donc c'est la dernière image que vous voyez sur la droite, qui a été prise 9 minutes après l'impact, le premier impact. Parce que vous voyez sur la droite le petit point blanc avec les deux petits... On voit un petit peu les pattes aussi. Donc là, il avait déjà basculé. À ce moment-là, il faut savoir que le lander était stabilisé par une roue à inertie. Et la roue à inertie s'est arrêtée automatiquement lors du premier atterrissage. Donc après, il n'était plus du tout stabilisé, il s'est mis à tourner dans tous les sens. Donc il y avait vraiment, il n'y avait aucun espoir en fait, où vraiment, il y avait une chance sur 4 en fait, si on faisait les calculs. C'est presque une pyramide. Et donc il y avait très peu de chances qu'il atterrisse bien par la suite. Donc on savait que c'était un peu, ça allait être un petit peu compliqué. Il a été observé, alors c'est une image qui a été retrouvée récemment par un collègue qui travaille sur les images de la caméra à grand champ, là, cette fois-ci. Alors vous voyez pas très bien parce que bon, faut vraiment voir l'image, mais il y a un tout petit point lumineux qui est au centre des traits rouges, là, qui en fait montre aussi Philae beaucoup plus tard, qui est en train de passer derrière le bord de la dépression. Alors, je vais vous montrer sur un diagramme ce qui s'est passé en fait, enfin ce qu'on pense s'être passé, parce qu'on n'a pas encore retrouvé Philae. Donc voilà le fameux diagramme donc, qui montre ce qui s'est passé. Donc, finalement, si vous voulez, le lander est arrivé là, de la flèche bleue hein, du haut. Donc là, tout allait bien, hein, il venait d'être largué. Il descendait gentiment vers la surface de la comète. Il a atterri donc, tout près du site J, même pas 100 mètres. Donc c'était vraiment très, très précis comme manœuvre. Donc, une très belle performance de l'Agence spatiale européenne de ce point de vue-là. Il a atterri avec la bonne vitesse et la bonne orientation à quelque chose près. Donc il devait se poser. Donc il a rebondi. TD en fait ça veut dire touchdown. C'est en anglais ça veut dire atterrissage. Donc il a atterri en TD1, qui est le site que je vous ai montré tout à l'heure, avec les traces des trois pattes. On pense qu'il a rebondi à peu près jusqu'au point TD2, c'est-à-dire sur le bord de la dépression. On n'a pas trouvé la trace pour l'instant de cet atterrissage. On est en train de chercher. Pour finalement atterrir quelque part près du point bleu ici, qui s'appelle le site K. Voilà, donc ça c'est la trajectoire qui a été reconstruite par l'Agence spatiale européenne du lander, à partir des observations que je viens de vous montrer, et de quelques autres observations où on suspecte avoir vu le lander en vol. Donc voilà, donc il a fait tout un périple. Vous noterez qu'en fait il a atterri très près de ce qu'on appelle le terminateur de la comète, c'est-à-dire la limite jour-nuit. Et là, quand je dis nuit, c'est nuit permanente. Pour la comète, c'est la nuit polaire. Donc encore un peu plus, et il était dans la zone de nuit polaire de la comète, ce qui aurait été vraiment, alors là, pour le coup, une grosse catastrophe. Puisqu'on a, enfin, pour un certain nombre d'instruments, pas pour tous, mais il aurait pu quand même recueillir des données, mais il n'y aurait pas eu absolument aucune lumière. Donc il aurait fait toutes ces opérations dans le noir et à très basse température, ce qui aurait été quand même assez compliqué. Mais il a atterri quand même donc, dans une zone où il recevait à peu près 1h30 d'ensoleillement par jour cométaire. Je vous rappelle que le jour cométaire, c'est 12,4 heures. Donc ça ne représente pas énormément. Donc sur Terre, ça reviendrait à peu près à 3 heures d'ensoleillement. Donc voilà un petit peu. Donc ça, c'est une hypothèse. Hein. Pour l'instant, on n'a pas trouvé le site K. Et donc il y a des observations qui sont en cours maintenant et aussi qui se feront la semaine prochaine pour essayer, grâce aux caméras, en particulier à la caméra à haute résolution, de retrouver Philae. Donc voilà ce qui a été publié sur le site de l'Agence spatiale européenne qui correspond à ce que je vous ai montré, grosso modo. Ici vous avez la zone bleue, en fait, correspond à la zone d'atterrissage possible.
On l'a reconstruit aussi grâce à l'instrument Concert, un instrument radio, qui permet de mesurer à un instant donné la distance entre Philae et l'orbiteur. Donc si on a plusieurs mesures, en fait, on arrive à reconstruire l'endroit d'être. Donc l'instrument Concert a très bien fonctionné. Donc cette zone, vous voyez qu'elle fait quand même 350 mètres de long, et bon, c'est assez fin, là, ça fait 30 mètres de large, mais il va falloir chercher dans cette zone, si on arrive à trouver Philae. Donc finalement, si je fais donc j'arrive un peu à la fin de ma présentation, après vous pourrez poser des questions. Donc, si je fais un peu le bilan des opérations de Philae, il y a une excellente collecte de données, hein. Pratiquement 80% des instruments ont fonctionné. Après, bon, le forage Mupus a réussi, même s'il n'est pas allé très profond, ça a été intéressant. On sait que la surface est dure, et on a des mesures de température. Par contre, les forages COSAC et APX, qui sont des spectromètres de masse et spectromètres X, pour l'instant, on ne sait pas très bien, on n'est pas sûr d'avoir collecté de la matière du sol. On a de la matière dans ces instruments, mais on ne sait pas si elle a été vraiment recueillie à la surface de la comète ou si c'est quelque chose qui flottait en quelque sorte au voisinage de Philae. Toute l'imagerie a très bien réussi, hein. Rollis a été un très très grand succès. Il y a toute une série d'images. Il y a des images même en relief qui ont été publiées, je crois, aujourd'hui ou hier, sur le site de l'ESA, si vous voulez les voir en anaglyphe. Donc, Shiva aussi, je vous ai montré le panorama, c'était un succès. Par contre, la partie stéréo n'a pas très bien fonctionné parce qu'en fait, les deux caméras stéréo regardaient le fond du trou, donc il n'y avait pas beaucoup de signal. Bon, il y a des images, mais elles ne ressemblent pas à grand-chose. Il y a d'excellentes données en fait, pour le sondage radio Concert, et en fait, là, pour le coup, cet instrument a bénéficié en fait, des rebonds successifs. Ça lui a permis en fait, de scanner un peu l'intérieur de la comète d'une façon plus favorable que si le lander avait été immobile. Donc pour Concert, en fait, ça a été un bonus, le fait de rebondir. Par contre, c'est clair que certains modes de certains instruments n'ont pas pu être utilisés. D'accord, donc en particulier, c'est le cas du microscope de Shiva. Il y a un certain nombre de données qu'on aurait bien aimé avoir et malheureusement, on ne peut pas avoir pour l'instant. Voilà. Donc finalement, ce que je voulais dire aussi, c'est que la zone finale d'atterrissage est certainement beaucoup plus intéressante que la zone que je vous ai montrée sur les images Rollis avec toutes les caillasses. Parce qu'en fait, on s'est retrouvé dans une cavité où on voit vraiment de la matière cométaire sous la surface de la comète, dans une sorte de creux, de trou. Et en fait, ça c'est vraiment très 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 intéressant scientifiquement. Et c'est évidemment une zone où l'ESA n'aurait jamais voulu aller. C'est typiquement des zones où il y a beaucoup de pentes et qui sont très dures où c'est très dur d'aller. Donc on a eu la chance finalement, paradoxalement aussi, d'atterrir dans une zone scientifiquement très intéressante. Mais malheureusement, les opérations, comme vous le savez, ont été limitées par la durée d'opération de la batterie, hein, qui a fonctionné pendant ce qu'elle était censée fonctionner. Elle a très bien fonctionné, c'est une batterie française, entre parenthèses. Mais petit cocorico, mais elle a fonctionné pendant 60 heures. Malheureusement, on ne peut pas les recharger, et ça c'est à cause de la température des batteries qui est trop basse. On n'arrive pas à recharger les batteries. Même si le module reçoit un peu de soleil, on l'a mis dans une position plus favorable aussi, tout à la fin, pour qu'elle reçoive le maximum d'énergie. Voilà, donc finalement c'est un peu ma conclusion. Donc la position du lander elle est approximativement connue, donc grâce à différentes mesures. Et des recherches sont en cours hein, pour trouver Philae avec l'instrument Osiris, la caméra. Donc il y a en particulier de l'imagerie depuis 20 km qui est prévue, donc toute une cartographie de la surface qui est prévue à partir du 6 décembre. Voilà. L'état actuel du lander, donc c'est que les batteries sont déchargées, et difficile, voire même impossible à recharger pour l'instant. Par contre, il y a une possibilité réelle, en fait, si Philae est vraiment là où je vous ai montré, il y aura une possibilité réelle de le réactiver plus tard, pour la mission Rosetta. Donc il y a vraiment un espoir qu'il se réchauffe au fur et à mesure que la comète se rapproche du Soleil, et que ces batteries reçoivent de plus en plus d'énergie du Soleil, et puissent se recharger, et qu'on puisse finalement faire une sorte de Philae 2, où on reprend des données, en particulier les données qu'on n'a pas réussi à avoir.
Donc ça pourrait se produire typiquement, je sais, dans le premier trimestre 2015, peut-être un peu plus tard, on ne sait pas très bien. Il faudra faire les calculs quand on saura exactement où est Philae, quelle est son orientation, et quel est son horizon aussi, qu'est-ce qu'il y a autour. Donc c'est juste une illustration un peu des trajectoires autour de la comète en particulier. Donc, depuis le 12 novembre, qui est la trajectoire en haut, là. Alors les points ne correspondent pas à des objets, hein, j'ai eu cette question une fois. Les points sont disons, des moments marquants de l'orbite de Rosetta. Bon, ça c'est l'orbite de Rosetta, hein, c'est pas l'orbite de Philae. Donc vous voyez qu'en fait là, depuis le 12, on a largué le Philae. On a fait une orbite assez bizarre, là, un petit peu en ligne droite, puis on va revenir vers une orbite de cartographie à 20 km, qui est l'orbite elliptique la plus proche de la comète. Donc voilà. Je mets ici quelques liens vers des sites. Le site principal est le premier, mais il est en anglais donc. Mais peu de gens le savent, mais en fait ce site est traduit en français. J'ai mis le lien ici. Voilà, il y a aussi un site du CNES. Donc voilà, ma conférence se termine là. Si vous avez des questions... Laurent, merci encore pour cette conférence. Merci de nous avoir fait revivre cette journée. Je pense que beaucoup d'entre nous ici avont vécu également soit devant nos écrans, soit certains même à Paris, à la Villette aussi, au musée de l'Air également. Enfin bref, il y avait beaucoup d'endroits où on pouvait suivre ça. Je pense que c'était d'ailleurs un des points marquants de voir un peu l'engouement que ça a suscité et l'émotion que ça a suscité. Je crois que c'est Pierre qui nous disait que ça lui rappelait l'émotion aussi de 1969 et de l'arrivée de l'homme sur la Lune. Donc ça, en tout cas, ça restera, je pense, pour beaucoup un très bon souvenir, et on attend la suite maintenant de l'épisode, et on attend de retrouver Philae, et puis aussi surtout évidemment les résultats scientifiques qui ne manqueront pas de venir, puisque bon, ça reste quand même l'objectif de tout ça. Je pense que vous avez certainement quelques questions, donc on va être obligé un peu d'abréger, puisque évidemment on a pris un petit peu de retard sur le timing. Donc écoutez, allez-y, commencez. Oui, pourquoi il y a du dégazage actuellement alors que la comète est assez loin du Soleil? Donc en fait, la comète, elle est... Tout le monde a entendu la question, sans ça je peux la répondre. Donc en fait, il y a du dégazage, il y a certains composés, en particulier le monoxyde de carbone, qui peuvent se sublimer jusqu'à 100 unités astronomiques du Soleil. Donc il y a suffisamment d'énergie pour sublimer certaines glaces à l'intérieur de la comète. Pas la glace d'eau, il y a un tout petit peu de vapeur d'eau qui est produite, mais il y a aussi d'autres composés comme le CO2 et le CO. Donc ça on le sait depuis longtemps, hein. On a observé depuis le sol de l'activité jusqu'à plus de 10 unités astronomiques. Donc c'est pas du tout une surprise. Actuellement, elle est à 400 je ne sais pas exactement, vers 3 unités astronomiques, un petit peu moins je crois. On avait regardé effectivement, je pense que c'était 450 millions de kilomètres à peu près. Comme ça, je peux parler. Parle fort, il nous a été dit que Philae avait trouvé de la matière organique sur la molécule. Enfin, des molécules organiques, oui. Qu'en est-il exactement? Pour moi, c'est un peu tôt en fait pour répondre à ça. Il faut attendre les premières publications. Ce serait pas étonnant parce qu'en fait, par exemple dans les échantillons Stardust, on sait qu'on a retrouvé la matière, en tout cas de la matière prébiotique. On pense avoir trouvé de la glycine par exemple. Donc je ne peux pas vraiment répondre. Moi je ne suis pas impliqué en fait dans les instruments d'analyse chimique. Elle a cherché, enfin, ce qu'on nous dit, elle aurait trouvé ça dans le sol ou dans l'air? C'était publié dans les magazines Sciences et Vie. C'était il n'y a pas longtemps. C'est un résultat de COSAC apparemment, mais qui demandait encore évidemment très largement à être interprété. Ouais, effectivement, je voulais dire juste sur ça, c'est quand même un des enjeux de la mission Rosetta, bien sûr. De trouver de la matière organique et aussi tout ce qui est
acide aminé, par exemple, ça serait vraiment très très important. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer le problème précis des harpons? Parce que moi, j'ai pas bien compris. J'ai bien compris que le moteur en haut ne fonctionnait pas pour la plaquer au sol. Mais pourquoi est-ce qu'il y avait besoin des... Disons, les harpons, c'est une demi-surprise aussi qu'ils n'aient pas fonctionné, parce qu'en fait, il y a eu un test qui a été fait quelques mois, je crois, ou même peut-être un an, enfin, dans les mois qui précédaient l'atterrissage, et dans le vide, et le système pyrotechnique qui les déclenchait n'avait pas fonctionné. Donc il y avait des grosses inquiétudes sur les harpons. Il semblerait qu'il y ait... Enfin, je ne suis pas sûr de connaître vraiment exactement tous les détails, mais il semblerait qu'il y ait eu un problème d'alimentation électrique dans le vide du système pyrotechnique pour le déclencher, quoi, et déclencher les harpons, du coup. Mais on n'est pas sûr, hein, parce qu'en fait, on n'a pas de, il n'y a pas de télémétrie qui nous dit exactement ce qui s'est passé. Hein, donc, les informations qu'on a sont assez limitées. Hein. S'il vous plaît, quelle est la distance entre le site J et le probable site K? J'ai pas mesuré exactement, mais je dirais à vue de nez, plus d'1 kilomètre, je dirais. 1 kilomètre 2, 1 kilomètre 3 dans ces eaux-là. Parce que la dépression là, que je vous ai montrée, elle fait un peu moins d'1 kilomètre de diamètre. Donc, je dirais de l'ordre d'1 kilomètre, probablement un peu plus. Les multiples rebonds de Philae, ça n'a pas eu une incidence sur la trajectoire de la comète, justement? Non, non, pas du tout. Parce qu'en fait, c'est vraiment c'est un moucheron sur... sa masse est très très faible hein, par rapport à la masse de la comète. Je crois avoir lu qu'il avait rebondi quand même à une hauteur assez conséquente. Ouais, bah, on voit sur le diagramme, hein, ça doit être plusieurs centaines de mètres. Plusieurs centaines de mètres, voire 1000 mètres même. Peut-être, ouais. L'an dernier, c'était l'espace. Ouais, ouais, c'est possible. Mais je pense qu'on ne connaît pas très bien, on ne connaît pas précisément la trajectoire. C'est très très compliqué parce que, à la rigueur, le premier rebond, on peut connaître relativement bien la trajectoire, mais le deuxième est très très dur à simuler. En fait. Ça dépend comment il a atterri, en fait, et ça on ne sait pas. Et ça dépend aussi de la nature du sol, finalement, parce qu'il y a une sorte de delta V, une vitesse qui est, du fait de la rotation de la comète, il y a une vitesse qui est exercée sur Philae, quoi, à chaque impact. Ça dépend de la nature du sol. Compte tenu de la faible masse de la comète, comment peut-on se mettre en orbite autour et quels sont les moyens de modifier les trajectoires sur Rosetta? Alors la mise en orbite, j'ai souvent cette question. Donc en fait, certes la gravité est petite, mais si on est suffisamment près, en fait, elle domine la gravité solaire. Ça, il faut faire les calculs. Hein, c'est pas... Je ne peux pas vous le démontrer avec les mains. Il faut écrire les équations et mettre des nombres dans les équations. On se rend compte qu'il y a une zone où la gravité de la comète prédomine par rapport à celle du Soleil. Et donc, il existe des orbites, même il existe des orbites stables en fait. Certains collègues ont démontré dans des articles qu'il existe des orbites stables autour des comètes. Oui, et il y avait une deuxième partie de la question, c'était comment on fait. Mais en fait, on a des ergols, on a un moteur hein, dans Rosetta qui permet de modifier la trajectoire. Il y avait une tonne 6 c'était plus de 50% de la masse de Rosetta. Oui, d'abord, je voudrais vous féliciter parce que c'est un exploit extraordinaire de Laura. En même temps, vous n'étiez pas né, je suppose, à l'époque où on a commencé à penser ce projet. Non seulement j'étais né, mais j'étais partie prenante depuis le début. Non. C'était beaucoup plus jeune que je le pensais. C'est 1989. Oui, c'était un peu après, c'était en 88, 89. Oui. Et ma question rejoignait un peu celle de monsieur, parce qu'effectivement, si la comète avait rebondi d'une façon trop importante, est-ce qu'elle aurait pu s'échapper dans l'espace? C'est un peu... C'était très improbable, parce qu'en fait, malgré tout, lors du premier impact, la Philae a quand même perdu de l'énergie.
Parce qu'il y avait aussi un mécanisme de dissipation d'énergie, en fait. C'est-à-dire quand les 3 pieds atterrissent à la surface, ils se déforment, et ça dissipe un peu d'énergie cinétique. Donc il a rebondi, alors je sais plus, j'ai entendu le chiffre, mais je ne me rappelle plus, avec une fraction de l'énergie cinétique qu'il avait en arrivant. Donc il y avait peu de chances qu'il ait la vitesse de libération, en fait. C'était sûr qu'il allait retomber quelque part, mais si vous avez vu sur le diagramme, il a failli aussi aller sur le gros lobe, voire même dans la zone d'étranglement. Comment vous expliquez les parties complètement lisses qui sont entre les deux? Il y a un endroit, ça c'est assez facile, enfin entre guillemets. Bon, après dans le détail c'est probablement très compliqué, mais avec les mains c'est assez facile de comprendre. C'est une zone qui correspond au minimum du champ de gravité à la surface de la comète. Donc c'est typiquement une zone d'accumulation de matériaux. Donc c'est une zone où c'est un peu comme dans si vous avez une cuvette en fait à la montagne, vous allez avoir tendance à accumuler tous les blocs de roches et les débris et même l'eau, la terre va avoir tendance à s'accumuler à cet endroit-là, parce que c'est un minimum local en fait du champ de gravité. Et sur la comète, la zone d'étranglement c'est vraiment le minimum même absolu du champ de gravité à la surface de la comète. Donc, s'il y a des particules qui bougent à la surface, elles vont atterrir typiquement, enfin, si elles sont dans le voisinage, hein, bien sûr, si elles ne tombent pas ailleurs, elles vont atterrir à cet endroit-là. Et d'ailleurs, toutes les zones lisses que je vous ai montrées sont des minima locaux du champ de gravité de la comète. C'est des zones d'accumulation de débris, enfin, c'est ce qu'on pense en tout cas. Voilà, mais écoutez, je pense qu'on va s'en tenir là, puisque la dernière pour la route alors. Hein. y a-t-il un retour possible de Rosetta? Un retour vers la Terre? Non, il n'y a pas assez de... Justement, le moteur n'est pas assez puissant pour ramener Rosetta vers la Terre, malheureusement. Par contre, une des questions, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire de Rosetta après. Oui. C'est pour l'instant une question pas tranchée. Donc je pense qu'il va y avoir des débats assez animés pour savoir qu'est-ce qu'on fait à la fin de la mission, entre les scientifiques, les ingénieurs. C'est quoi les options? Bon, il y a plusieurs. Moi, par exemple, j'aimerais bien éventuellement... Alors, il y a des possibilités éventuellement de faire plusieurs survols, on va dire très risqués, en rasant la surface de la comète, pour pouvoir acquérir des données, en particulier pour tous les instruments qui collectent de la poussière ou du gaz. Donc évidemment, il y aura des risques. Si on rate la manœuvre, on va atterrir à la surface, mais bon, éventuellement faire ça, donc toute une série de survols à basse altitude, hein, en rase-motte. Certains pourraient envisager même, comme l'ont fait les Américains sur Eros avec la mission NIR, d'aller se poser carrément dessus, d'aller déposer Rosetta en fait sur la surface. C'est une autre option. Après, j'ai certains collègues qui s'intéressent plus à l'environnement lointain de la comète, qui aimeraient bien aller voir ce qui se passe dans la queue de plasma, dans la queue de poussière. C'est un peu les options, après il y en aura peut-être d'autres. Je suis sûr qu'il y aura des idées farfelues. Et donc on n'a pas fini d'en entendre parler. Donc, encore une fois, je pense que vous pouvez féliciter Laurent pour sa contribution à ce projet. Et également le remercier d'avoir trouvé le temps pour venir jusqu'à nous ce soir, puisque je crois qu'il est actuellement très occupé par toutes ces opérations. Donc encore merci Laurent.